Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés celle qui a su créer une tendance. C'est parti d'une envie, une création et ce fut le succès de la combi. La combi ? La combinaison, portée par Barbara Pravi, Aurélie Saada et tant d'artistes. Et oui, aujourd'hui on va parler mode. Ça tombe bien, c'est la Fashion Week. Ça faisait longtemps que je voulais parler avec cette styliste hors norme. Est-ce que vous avez vu Jour J, le film de Rim Kéressi sorti en 2017 ? Dans l'une des scènes du film, le personnage principal demande à un chauffeur de taxi de la conduire chez Carolina Ritzler, rue Saint-Martin, s'il vous plaît. Un nom reconnu dans le milieu de la mode et des sublimes pièces portées par des personnalités, mais aussi par des femmes du quotidien, comme moi, comme vous. Toutes s'arrachent ces combinaisons féminines stylées et pratiques. Mais qui se cache derrière cette femme, créatrice de mode, styliste, chef d'entreprise, chanteuse ? Oui, chanteuse. Mon invité du jour fait dialoguer la mode et les arts, et ce n'est pas pour rien. Je vais profiter de la présence d'une adepte de la mode pour parler de la tenue vestimentaire lorsqu'on est artiste. C'est si important, dans l'image que vous reflétez et renvoyez au directeur de casting, au producteur ou à votre public. On me demande d'ailleurs souvent comment s'habiller pour un casting. Le métier de styliste est un mystère. Quelle formation, quelle école, quel parcours ? Pour y répondre, c'est avec notre coach audio du jour, Carolina Ritzler, que nous sommes. Bonjour Carolina. Bonjour Soledad, comment vas-tu ? Très bien, je suis tellement contente de te recevoir en pleine Fashion Week. Merci, la devise aussi de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2024 ? Qu'en est-il pour moi en cette année 2024 ? Eh bien, c'est une année un peu charnière, c'est une année de changement. J'ai ouvert une boutique en mai 2023, donc on fête la première année. Et on est en train de se préparer à en ouvrir une autre. Donc, c'est fantastique. C'est aussi l'année d'une collaboration avec la marque The Couples qui est en ce moment en boutique autour de 2 combinaisons, une dans 3 couleurs et une dans une couleur avec des patchs très intéressants, dont un qui s'appelle Daronne. Parce que t'es une daronne et que tu t'adresses aux daronnes. Exactement, et parce que passé 40 ans, 45 ou 50 ans, on a encore des choses à dire, je dirais même que c'est le début. Le début d'une nouvelle ère, l'ère de la nouvelle jeunesse, ou alors peut-être l'ère de la jeunesse éveillée, la jeunesse un peu plus mature, celle où on a appris des choses, compris de nos erreurs, où on s'était cassé la gueule et on s'est relevé. C'est ça en fait les daronnes et elles ont pas mal de trucs à dire, faut quand même un peu les écouter. Et c'est aussi 2024 l'année de la sortie d'un titre que je viens d'écrire et composer avec Jamba, qui est un artiste remarquable qui lui est professionnel de la musique depuis toujours, un titre qui s'appelle, un titre assez exhaustif, il s'appelle Dézippe-moi. Ok. Toujours en allusion avec ta combinaison. Évidemment. Tu es née à Nantes. Oui. Ton papa est espagnol, ta maman polonaise. Oui. Le feu et on va dire, j'allais dire la glace. Je veux pas offenser les Polonais. Ma fille est à moitié polonaise. Je salue ma belle-mère. Mais tout à fait. Non, mais effectivement, on est plus dans le nord et le sud, donc il y a un côté chaud-froid déjà naturel et on peut dire feu-glace. Il y a beaucoup de chaleur aussi dans les pays du nord, dans le cœur. Effectivement, les tempéraments sont différents. Je dirais qu'ils sont opposés et complémentaires à la fois. C'est un paradoxe de vie qui crée une forme d'étincelle, peut-être. À 11 ans, tu es en internat de bonne sœur. Ouais. Et tu as fait un lycée classique. Tu as vu, on s'est renseigné. Hein. C'est dingue. Mais dis-moi, internat de bonne sœur, ouais. À quoi tu rêvais quand tu étais petite ? Quel genre de petite fille tu étais ?
Alors, petite, j'étais persuadée que j'allais faire de ma vie un métier artistique. Déjà? Ah oui, j'en étais sûre. Tu pensais à quoi? Tu rêvais de quoi? En fait, c'était pas des rêves, c'était une évidence. Je me sentais pas vraiment là, je me sentais toujours un peu ailleurs en même temps que j'étais là. En fait, je suis multiple. C'est-à-dire que j'ai une dissociation des sens. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle la synesthésie. Je suis synesthète. Okay. Donc, je ressens, quand j'entends un son, je vois une couleur, une odeur. Et c'est peut-être pour ça que je me sentais toujours un petit peu à côté. Et en même temps, j'étais là. Mais j'avais une démultiplication de l'instant dans mon cerveau de manière visuelle et au niveau de mes ressentis. Tes parents étaient artistes ? Alors, ils n'ont pas eu une vie. Ma maman a été dans son métier de vie professionnelle. Elle a travaillé un peu, elle était couturière. Ah. Donc, elle m'a quand même transmis incroyablement la passion des tissus parce que je suis une amoureuse des matières. Et dans un vêtement, la matière fait tout. Et mon papa était ingénieur agro. Et il a fait sa carrière dans les transports, dans une boîte de transport en étant directeur commercial et marketing. Et quand il a toujours eu un potentiel artistique complètement refoulé qu'il activait auprès de diverses associations qu'il créait. Et une fois à la retraite, il s'est concentré sur l'écriture. Donc il écrit des poèmes, il écrit un entourage en tout cas d'initiés ou en tout cas sensible à l'art. Alors toi, tu as fait le lycée classique, des études fac d'histoire, tu as fait un BTS de promotion immobilière. Oh là là, qu'est-ce que je me suis cherchée. Je crois qu'en fait, la vie n'est pas dédiée tout à fait. Disons que les cursus classiques ne sont pas du tout adaptés aux personnes qui ne sont pas classiques. BTS Action commerciale, conservatoire de musique, art lyrique. Oui, j'ai cherché. En fait, je me sentais jamais vraiment à ma place, donc je cherchais mon coin. Tu cherchais ta place. Ouais, je cherchais ma place. Et à quel moment as-tu trouvé ta place? Alors déjà, je ne sais pas si on la trouve vraiment un jour, mais on peut dire qu'on s'en rapproche. J'ai eu dans ma première vie de maman de 3 enfants un métier alimentaire, mais que j'aimais parce que je fais toujours tout avec beaucoup d'amour. Ça, c'est vraiment une particularité que j'ai au fond de mon cœur. Donc, je fais les choses avec de l'envie, avec de l'amour, avec de la passion, avec de la joie. C'est fondamental. J'en parlais ce matin. C'est faire hyper les important. choses avec intégrité. Ouais, avec envie. Avec envie. Tu sais que faire les choses avec envie, c'est là où on se sent en vie. Ben oui, c'est hyper logique en fait. C'est très juste. Envie. Mais c'est ce qui nous fait lever le matin. Parce que se lever le matin avec une pensée négative en se disant pourquoi je continue encore de faire une journée de plus dans ce boulot qui ne me plaît pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc oui, ces boulots n'étaient pas forcément complètement moi, mais c'était une bonne partie de moi. Et surtout, je voudrais dire quelque chose si on peut transmettre, parce que moi je suis née pour transmettre, ça c'est sûr. C'est que tout ce que l'on fait, même si on a l'impression que ce n'est pas nous, que ce n'est pas notre voie, eh bien on apprend. Et en fait, l'apprentissage fait partie du chemin. Et même les choses où on se dit qu'elles ne sont pas pour nous, elles nous façonnent, elles nous polissent, elles nous arrangent et elles nous créent un côté plus profond. Elles nous ancrent en fait. C'est-à-dire que le métier que je fais aujourd'hui, que je me suis créé, parce que j'ai décidé de le faire d'une manière un peu rocambolesque et aventurière totale, eh bien, je l'ai fait nourri de tout ce que j'avais fait avant. Tu parles par exemple de lorsque tu as été commerciale chez IKKS et Petits Bateaux? Tout à fait. T'as vu qu'on a enquêté? Mais c'est absolument remarquable, bravo. Ça veut dire que là déjà, tu étais inspirée par l'univers de la mode. Ouais. Et puis, j'aime l'humain. Donc, vendre, c'est une interaction. Il y a toute une intelligence émotionnelle qui s'installe parce que la vente est un talent. Oui, c'est vrai. Il faut savoir s'adapter et jouer un rôle. Oui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Soledad. Je pense que même la vie est une gigantesque pièce de théâtre et qu'on est tous en train de jouer des rôles à différentes heures ou périodes de notre vie ou de la journée. D'ailleurs, même toi, dans ta journée, connaissant ta vie multiple avec différentes activités, tu as à 8 heures une personnalité, à 12 heures une autre, à 14 heures une autre, et tu switches. La capacité d'avoir plusieurs casquettes. Tout à fait. Mais alors attends,
Tu as donc fait le conservatoire de musique en art lyrique. Oui. Tu chantais donc. Oui, alors. Mais là, tu avais quel âge? Alors là, je fais ça, quel âge j'ai? 17 ou 18 ans, je ne sais plus. Donc en fait, avec l'intention de partir dans une carrière? alors, j'ai démarré la musique beaucoup plus tôt. En fait, j'ai démarré l'école de danse à 3 ans, ce qui était trop tôt. Parce que suite à un grand écart, une déchirure musculaire a marqué mon corps à vie, mais j'ai une extrême souplesse. Depuis, qui reste. Oui, c'est vrai. Waouh. C'était curieux, ça a craqué, mais finalement, du coup, je l'ai tout le temps. Donc, 3 ans la danse, j'en ai fait toute ma vie de la danse. D'ailleurs, j'ai arrêté il y a quelques années, je suis en train de retravailler à reprendre, ça me manque. C'est vraiment quelque chose qui... Je pense que c'est une des choses que j'aime le plus, danser. Le mouvement du corps et le mouvement de l'âme. Donc, la danse. L'école de musique, j'ai démarré par le solfège à l'âge de 5 ans et le piano à l'âge de 7 ans. D'accord, donc vraiment des formations plutôt classiques. Oui, trop rigide pour moi. J'ai un problème avec tout exigeante, j'allais te dire. C'est trop rigide. La rigueur. C'est mon opposé. Et pourtant, il en faut, mais je l'ai d'une manière différenciante. Il faut de la rigueur, mais je crois que j'ai une rigueur qui m'est propre. Je ne suis pas dans la rigueur qu'on va m'imposer, je suis dans ma propre rigueur, qui peut-être est même plus exigeante, mais différente. Et donc, ces 2 ans de solfège, oh là là, qu'est-ce que c'était long. Le piano, j'ai aimé, mais je me suis pas éclatée, on va dire. J'étais pas tout à fait connectée à moi. Et je chantais à des soirées avec des amis. On m'a dit, écoute, ce serait sympa que tu chantes un peu plus. Là, tu étais toujours à Nantes? J'étais toujours à Nantes. Et donc, j'avais pas un sou pour prendre des cours de chant. Donc, j'ai une amie qui me dit, viens, il y a un super concours au conservatoire. Je lui dis, mais je vais pas faire le concours du conservatoire. Je n'ai jamais chanté. Et là, elle me dit, mais si, tu vas voir, ça va être super. Et donc, tu te présentes au concours du conservatoire classique? Non, mais en fait, je ne le savais pas. Donc, je fais 2 heures de queue parce que c'était un conservatoire national de région. Donc, toute la Loire-Atlantique. Donc, il y avait beaucoup de monde, en fait, à ce concours. Et il y avait beaucoup d'attentes. Et je voyais toutes les personnes avec des partitions. Et moi, j'avais pas de partition. Et j'ai chanté un air de jazz a cappella en claquant dans mes mains. Et en fait, j'ai été prise. Il y en avait 22 de prix. J'ai été prise, alors totalement en surprise. J'ai été prise, mais en art lyrique. Incroyable. Donc là, je me suis demandé ce que je foutais là. T'es plutôt lyrique. Enfin, je veux dire, t'étais dans un ton plutôt... Moi, j'ai un timbre de voix plutôt grave, en fait. Alors, j'ai cru toute ma vie que ma voix était très grave. Alors, effectivement, j'ai une voix grave. Mais en art lyrique, j'ai travaillé de la voix de tête. Donc, je chantais de l'opéra. Donc, j'ai chanté de l'opéra et c'était super. Ça m'a appris une technique vocale. Mais je n'avais pas du tout envie de chanter de l'opéra. J'avais envie d'être dans une chorale de gospel, de chanter du jazz. Je voulais faire... je voulais un autre univers musical, groover. Et donc, j'étais dans l'art lyrique. Donc, j'ai arrêté au bout d'1 an et demi. Et puis, j'ai arrêté la musique. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais alors, à quel moment tu rentres dans ce groupe-là, The Combination? C'est beaucoup après? C'est longtemps après? Non, mais The Combination, il a été créé il y a 1 mois. Ah bon? Oui. Alors, attends, là, j'ai pas été bonne, du coup. Non. Parce que... J'ai eu plein de trucs avant autour de la musique. Disons que la musique ne m'a jamais lâchée. Okay. J'ai toujours fait de la musique, mais en off. C'est-à-dire que c'était un hobby, comme on va faire du pilates. J'allais faire de la musique. À aucun moment, tu as voulu en faire carrière? En fait, si, certainement, j'aurais bien aimé, mais ça ne s'est pas présenté comme ça. D'accord. Et la mode, alors? À quel moment tu te dis... je vais me lancer dans la mode? C'est quand tu as été commerciale, vendeuse chez IKKS et Petit Bateau. Est-ce que tu as décidé de devenir créatrice de mode? Est-ce que ça se décide? Alors, je vais vous répondre avec ce que je ressens et après, j'apporterai une nuance avec ce qu'une de mes amies a dit qui m'a surprise. Donc moi, ce que je ressens et ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas forcément réfléchi à créer une marque de vêtements, sauf que je mets au monde mon 3e enfant naît. Il y a un reset qui s'opère parce qu'à chaque fois qu'on a un enfant, il se passe quelque chose de manière intrinsèque. Ça nous bouscule, ça nous bouleverse, ça nous aligne, c'est un tsunami en fait émotionnel. Et chaque enfant nous apporte quelque chose et je crois que les choses n'arrivent pas par hasard. Et donc, la naissance de mon 3e enfant, je me dis que j'ai été capable de mettre au monde 3 enfants, donc je suis capable de réaliser ce que j'ai dans mon esprit. Un petit peu bizarre. Et dans mon esprit, ce que j'ai, c'est des combis qui se baladent dans ma tête depuis des années.
C'est très cinématographique. Quand je marche dans la rue, je vois des femmes marcher en combi. Je les vois souvent la tête baissée et dans mon esprit, elles ont la tête relevée, les épaules droites. Tu n'avais fait aucune formation, aucune école de design? Aucune formation, rien. Aucune école de design, rien. Tu es donc à Paris, mariée, tu as 3 enfants. Avec une maison en banlieue. Une maison en banlieue. Un 3e bébé qui vient d'arriver. Et là, je regarde mon mari et je lui dis, je vais créer une marque de combinaison. Et là, il me dit, tu es complètement dingue. Et je lui dis, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je vais rester agent pour les marques avec lesquelles je travaille et puis j'associerai la propre marque que je vais monter. Donc, tu étais restée dans le textile? Ah non, pas du tout. Ça, c'était pour présenter l'histoire. Mais non, j'ai créé ma marque totalement. J'ai arrêté et j'ai démarré à partir de 0. Il n'y avait rien. Je n'avais pas de contact, je n'avais pas d'argent et je n'avais pas de formation. Alors, attends. Quand on décide de se lancer et de devenir créatrice de mode et de lancer une ligne autour de la combinaison, on commence par quoi? Alors, on commence par quoi? Alors déjà, j'avais l'idée. En fait, c'est mon cerveau qui s'est baladé pendant des années sans que je m'en rende compte. Ça, je crois beaucoup à la période de latence. Je pense que j'ai fait une période de latence de 20 ans où j'ai vécu, observé, je me suis nourrie. Et quand j'ai décidé de créer la marque, tout était abouti dans mon esprit. Sauf que je me suis dit, comment je vais transmettre ce que j'ai dans mon cerveau à la population, à l'humanité, à tout le monde. Enfin, je parle avec des grands mots, mais je voulais le transmettre d'une manière viscérale. J'avais ça dans mon ventre et je voulais le donner. Et je me suis dit, comment je vais faire ça? Il faut que je raconte une histoire. Donc, les combis sont quelque chose qui... on est en 2014, hein, n'oubliez pas. En 2014, il n'y a pas beaucoup de combis. Il y en a une de temps en temps dans les collections. On n'est pas encore sur les guerres de gang, la femme, femme de pouvoir. On n'est pas sur les MeToo, on n'est pas sur tout ça. Parce que justement, la combi, est-ce que je te la pose maintenant, cette question? Quelles sont les valeurs d'une femme qui porte une combinaison? Les valeurs d'une femme qui porte une combinaison, c'est une femme affranchie, c'est une femme puissante, c'est une guerrière. Elle ose, elle avance, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. En fait, ce vêtement, c'est marrant parce que ce matin, j'avais encore une cliente qui me disait « Il y a un pouvoir magique dans tes combinaisons, Carolina. Jamais on ne m'a autant arrêtée dans la rue que lorsque je porte ta combinaison. » Et elle est revenue en acheter 3. Et elle me dit « Je n'ai jamais ressenti ça avec d'autres vêtements. » Et ça dure depuis 10 ans. Il y a du pouvoir dans le vêtement qu'est la combinaison. Il y a un côté uniforme aussi. Il y a un côté visuel qui est un petit peu architectural. C'est-à-dire que le fait d'avoir une pièce de haut, une pièce de bas de la même couleur, déjà, il y a une unité. Donc, quand il y a une unité, on peut redessiner la silhouette. Comme si on créait, comme si on dessinait sur le corps de la femme. Si je surépaule un tout petit peu, ceinture la taille, je découvre les chevilles et je découvre les poignets, tout le corps de la femme est mis en exergue. Ces détails féminins sont sublimés. Et la combi n'est que un accessoire qui permet de sublimer son corps. Une femme qui se sent bien dans son corps se sent bien dans sa tête. Et une femme qui se sent bien dans sa tête va exploser tout l'univers. Donc, la combinaison peut être portée par toutes les femmes. Toutes pas besoin d'avoir les femmes. Absolument toutes les femmes. Et j'insiste et je réédite. Et je peux vous assurer que c'est une hérésie de penser que les grandes et minces peuvent porter des combis. Il n'y a qu'elles. Ce n'est pas vrai. Moi-même, je ne suis pas hyper grande. J'ai des formes et j'habille des filles plus petites que moi, des filles avec plus de formes. Et je peux vous assurer que la féminité n'est pas une question de forme, c'est une question d'agencement de proportion. C'est un petit peu brut ce que j'explique avec des mots un peu raides, mais c'est exactement ça en fait. Et cet agencement de proportion va créer une ligne et une élégance qui va faire que la femme, quand elle porte la combi qui la sublime, ne marche plus pareil. Elle ne parle plus pareil. Elle ne se comporte plus pareil. Et elle est respectée différemment. Elle donne une sacrée assurance, valeur. Ta combi. Alors, tu te dis, OK, comment vais-je créer cette combinaison et la proposer au public? Alors, tu commences par quoi?
Alors là, démarre le parcours du combattant. Les obstacles. Les obstacles. Eh bien Quel comment... talent et ressources as-tu déployé justement? Raconte-nous les étapes. Je vais essayer d'aller vite. Entre la création et le lancement, combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans? Attends, c'est une très bonne question. Le moment où je décide... Après, il y a l'univers qui se met en place. Hein. Parce que le moment où je décide, il se passe des choses incroyables. Des rencontres incroyables. C'est-à-dire que je suis toujours en poste et j'ai décidé que j'allais faire ça. Mais je continue à travailler avec tout mon cœur parce que c'est ma nature, mais j'ai quand même ça dans ma tête. Comme je n'ai... La pensée créatrice. La pensée créatrice est réelle, hein, ça fonctionne. On a beau le dire, les gens nous prennent pour des fous, mais c'est réel, ça fonctionne. Demandez, ressentez, vous recevrez. C'est une évidence. Et c'est pas facile. Ressentir ce que l'on a envie. D'abord, savoir ce que l'on a envie, c'est pas facile. Ressentir ce que l'on a envie, c'est encore moins facile. D'abord, parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. On a été éduqué pour être quand même une forme de petit robot je veux pas rentrer dans une polémique, mais on doit avoir un chemin de vie tracé de manière évidente et tout le monde doit être un petit peu pareil. Alors qu'on n'est pas tous pareils. Et on a tous des envies et des personnalités différentes et on aura tous des besoins et des envies différentes. Donc, il faut réussir à savoir ce que l'on a envie. Une fois qu'on sait ça, il faut ressentir. Et une fois qu'on a ressenti, les choses arrivent. Et c'est réel. Comment ça se passe? Je suis en poste, je n'ai pas fait d'école, hein, on se souvient de ce détail, qui n'en est pas un. Donc, je vais travailler à l'instinct. L'instinct, c'est la meilleure des écoles. L'instinct, c'est la connexion avec son ventre. Et son ventre, en général, quand il fait ce qu'on ressent, il marche hyper bien. Je chine beaucoup dans des brocantes. D'ailleurs, quand j'ai découvert les friperies, ma vie a changé. Parce que je pouvais enfin m'habiller comme je le souhaitais. Ce qui n'était pas le cas avant. Je ne trouvais jamais ce que je voulais dans les boutiques. Il aurait fallu que j'ai... des ciseaux et que je découpe mes vêtements en permanence. Donc là, j'achète et je découpe des choses que j'achète et je les pose au sol et en fait, je crée avec plusieurs vêtements un vêtement. Et je vais chercher une fille qui est modéliste par le biais de contacts, d'amis et je rencontre donc une modéliste et je lui dis « Est-ce que tu pourrais réaliser un patronage des modèles que j'ai posés au sol, enfin du puzzle que j'ai créé au sol ?» Et là, elle me regarde et elle me dit « Tu sais ce que c'est un patronage ?» Je dis « Non, je ne sais pas. » Et elle me dit « En fait, c'est exactement ce que tu as fait de manière instinctive. C'est un puzzle. Un patronage, ce sont des morceaux de carton sur lesquels on va découper du tissu, que l'on va associer les uns avec les autres et qui vont construire un vêtement. » Et donc, l'instinct est donc remarquable. Et moi, je l'ai fait d'une manière évidemment brute et un petit peu barbare. Intuitive. Mais voilà, intuitive, mais ça a fonctionné. Donc, elle m'a dit, je vais relever tous tes morceaux et on va l'associer et tu auras un patron. Au même moment, je rencontre d'une manière totalement hasardeuse une personne qui fabrique à l'époque au Pakistan. Ok. Un truc complètement incroyable. Via cette modéliste, parce qu'on est dans un hôtel en train de faire notre rendez-vous et la personne passe dans la rue. Le truc est fou. Et elle le connaît. Parce qu'elle travaille dans une boîte et il travaille pour cette même boîte. Incroyable. Et donc, on lui raconte l'histoire. Il trouve l'histoire super sympa. Il dit, moi, je vais les fabriquer. Je lui dis, j'ai pas d'argent. Il me dit, je vais les faire sans argent. L'histoire est super. Ok. Alors, je lui dis, écoute, c'est super. On va t'envoyer un patronage. Mais je voudrais les avoir par 3 si ça te dérange pas. Je voudrais tel type de tissu. Je lui envoie le mood, en fait. J'avais déjà dans ma tête l'idée de l'histoire que j'allais raconter. Parce qu'en fait, pour être créateur, il ne faut pas avoir du talent. Il ne faut pas avoir un sens commercial. Il ne faut pas avoir des talents de modéliste ou des talents de designer. Il faut avoir tout en même temps, saupoudré de sel, de poivre et un peu de chance. En fait, c'est une belle recette de cuisine. Mais cette belle recette de cuisine, il faut beaucoup d'ingrédients. Il faut vraiment avoir les talents. En fait, la vente que j'avais faite durant toutes ces années auparavant m'a énormément servi parce que je ressentais ce que l'humain avait envie de porter.
Et dans l'air du temps, en 2014, il y avait cet engouement, ce besoin de la femme d'être affranchie, d'être dans cette reconnaissance de son pouvoir, de son être. Il y avait cette guerre de gangs qui était en train d'arriver. Et donc, dans mon esprit, je voulais faire des guerres de gangs dans Paris avec des filles en combi. Donc, je demande à mon fabricant pakistanais que je rencontre complètement par hasard, est-ce que vous voulez me faire les vêtements par 3 ? Parce que moi, je vais faire des guerres de gangs avec ces vêtements. 2014, je reçois les modèles. Évidemment, tout n'est pas exactement comme je le souhaite, puisque les tissus, on discute dans un anglais approximatif sur une vidéo de la taille de la fourche. Enfin, tout est... on est dans un film, en fait, hein, vraiment. On est dans un film. Les premiers modèles arrivent, et là, figurez-vous et là, c'est un détail du destin, mais les destins, ils te donnent toujours des petits trucs pour savoir si tu es sur le bon chemin ou pas. Et même parfois, tu es sur le mauvais chemin et tu dois passer par ce mauvais chemin parce que c'est ton chemin. Donc, il faut jamais renier ou il n'y a pas d'échec. Je ne crois pas au mot échec. Je crois que au chemin. Et donc, je reçois mes premières combis. Écoutez bien, c'est vraiment assez stupéfiant, ça. Dans un tissu qui n'est pas le tissu que j'avais demandé. J'avais demandé un petit carreau bleu et blanc, comme un Vichy. Et le petit carreau arrive vert et blanc. Mais un vert pomme et blanc, le même, mais exactement le même que le petit carreau vert et blanc que ma maman avait fait pour ma chambre de bébé, puisqu'à l'époque, on ne savait, il n'y avait pas d'échographie. Elle pensait que j'étais un garçon. Et donc, comme elle est couturière, elle m'avait fait toute une chambre dans un petit carreau vert pomme et blanc. Et donc, je vois cette combi, je vois ma chambre d'enfant. C'est ma première. Une renaissance. Incroyable. Et là, je me dis, c'est quand même assez stupéfiant. Ce n'est pas le tissu que j'ai demandé, mais en fait, ça me rappelle tellement, ça me renvoie à mon être le plus profond. Profond. En fait. Profond. Donc, je continue. Et là, je n'ai toujours pas d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a ces modèles? Donc, c'était un modèle. J'en ai un, donc je l'édite par 3, je les reçois, il se passe des mois, hein, quand même, ça dure un petit peu. Donc, j'ai rencontré cette personne, nanana, avec la modéliste. L'idée était née, on va dire, 1 an avant. Donc, on va dire qu'en janvier 2013, je décide de faire ça. En février 2014, je rencontre la personne. En mai 2014, je reçois les modèles. En juin 2014, je fais des guerres de gang avec des photos. Et là, je suis au pied de la Cité de la Mode et je rencontre un personnage auteur, curateur d'art contemporain passionnant que j'adore, qui me dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Je dis « Je fais des photos avec des combis. » Il me dit « Mais c'est génial, je veux absolument vous revoir. Faut qu'on discute. » Je dis « Bah attendez, comment ça, je vous connais pas d'abord. » Et donc, c'est quelqu'un de brillant. Je ne vais pas citer son nom parce que je ne sais pas s'il a envie d'être cité. Mais connu et reconnu dans l'art contemporain. Et il me dit, bon, écoutez, vous avez une idée de dingue, vous avez une personnalité de dingue, vous me rappelez moi quand j'étais jeune, je vais vous donner des conseils. On va se voir une fois par mois, pardon. Waouh, ton coach, quoi. Un petit coach, mental. Et donc, j'ai toujours pas levé de fond. Et il me dit, l'idée est dingue, alors maintenant, il faut fabriquer en France, il faut que tu communiques sur ton idée à fond, que tu développes cette histoire de gang. Et donc, j'applique à la lettre tout ce qu'il me dit. Ok. Et fabriqué en France. Et là, je me mets à sillonner tout Paris à la recherche d'un fabricant. Ok. Enquêter, rechercher et trouver le fabricant. Le fabricant. Avec un grand L et un grand E et un grand F. Made in France. Made in Paris 9e. Parce qu'un beau vêtement, finalement, ça dépend vraiment du tissu. Le modèle peut être fabuleux. Et la coupe. Le tissu et la coupe. Mais si tu as une bonne coupe et pas un bon tissu, le modèle est dégueu et inversement. Il y a vraiment le tissu et la coupe, c'est essentiel. Le tissu et la coupe. Je répète et je signe. Et tu finis par le trouver, ce fabricant. Et tu fais tout ça toute seule? Oui. Toute seule. Et tu finis par le trouver? Oui, alors je lève 50 000 de Friends and Family quand même. Ok. Je dépose les statuts le 2 août 2014. Ok. En septembre, je trouve ce fabricant. Je passe par de la cooptation. Hein. Je frappe à la porte, vraiment. Bonjour, je m'appelle Carolina Ritzler. Est-ce que vous pourriez m'aider à fabriquer des vêtements? Non, attendez, on fait pas ça. Bonjour, je m'appelle Carolina Ritzler. Est-ce que vous pourriez... Non. Est-ce que vous connaissez peut-être quelqu'un? Oui, alors on peut vous envoyer là. Ce monsieur, il est génial. Alors ce monsieur, oh là là, on m'envoie chez un monsieur.
Il avait fabriqué toutes les collections Yves Saint Laurent et Hermès des années 80-90. Incroyable. 85 ans. Une merveille. Un livre, le monsieur, mais fantastique, quoi. Je discute avec lui. Il est tellement émouvant, il me fait pleurer. Il me dit, vous êtes trop touchante aussi. Je vous fais les modèles pour un prix qui n'est pas le prix que je fais habituellement. Nanana. Sauf que son prix qu'il ne fait pas habituellement est quand même trop cher pour moi. Donc, on pleure tous les deux. On se trouve super, c'est fantastique. Et il me dit, mais je pense à quelqu'un. Dans la rue. Et là, il m'envoie chez le fabricant. Et je frappe. Et je lui dis, bonjour, je m'appelle Carolina Ritzler. J'aimerais travailler avec vous. Écoutez, j'ai pas l'habitude de travailler avec des jeunes designers. J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Merci, au revoir. Il me claque la porte au nez. Et là, en 2 secondes, j'ai ressenti que c'était lui avec qui je devais travailler. J'ai refrappé. Bonjour, excusez-moi, c'est parce que j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Donc, il me dit, non mais attendez, je vous ai déjà parlé. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, en fait, voilà, je suis designer. Non, mais j'ai pas le temps. Je vous ai déjà dit que j'avais perdu du temps et de l'argent. Non. Non, mais s'il vous plaît, au revoir, madame. Okay. Je refrappe. 3e fois. 3e fois. Il me dit, vous allez frapper combien de fois? Je lui dis, je suis désolée, mais en fait, j'aimerais rentrer. Bon, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi vos modèles? Je lui dis, bon, ben en fait, voilà, je fais des combinaisons, c'est super. J'ai un tissu, il est super beau. J'ai un patron, il est super beau. S'il vous plaît, faites un modèle, essayez. Vous avez rien à perdre à part un modèle. C'est rien quand même, parce que moi, je ressens que je suis hyper connectée. Je ressens que c'est ici. Vous travaillez avec qui? Il me cite les marques, c'est fantastique. Le prix, il est fantastique. Je dis, ah non, mais c'est sûr, c'est vous. C'est vous. Et là, il me dit, bon, patronage tissu, revenez dans 48 heures. On va faire un deal. Je dis quoi? Si le modèle est beau, on travaille ensemble. Si le modèle n'est pas beau, on arrête tout de suite. Ok, deal. Ok. Et là, je pars et je descends l'escalier en me disant c'est génial, c'est génial, c'est génial. 24 heures après, il m'appelle et il me dit Carolina, oui, je vous avais dit que j'avais pas de temps à perdre. Je dis oui, et alors? Bon, écoutez, vous m'avez donné un tissu de costume d'homme. Il vient de chez Dior ou quoi? Ce tissu est magnifique. Et je dis oui, il vient de chez Dior. Il est magnifique, vous trouvez pas? Non, mais attendez, Carolina, j'ai pas le temps. Vous m'avez donné un patronage de combinaison de garagiste. Oui, c'est ça. Non, mais je vous ai dit que je voulais quelque chose de beau. On va pas faire une combinaison pour femme dans un tissu de costume d'homme avec un patronage de combinaison de garagiste. Ah, je dis si, c'est exactement ce qu'on va faire. On avait un deal, faites-le, je vous en supplie. Il raccroche. Il dit même pas au revoir. 24 heures après, il me rappelle. Carolina? Oui, le modèle est monté. Alors il est comment? Bon, va falloir que vous veniez tout de suite. C'est une des plus belles pièces que j'ai jamais montées de ma vie. Aïe, j'en ai des frissons. Tchan, tchan, tchan. Et alors? Eh bien, je suis rentrée dans l'atelier. Il m'a dit, bon, ben voilà, elle trône au milieu de l'atelier. L'atelier s'est arrêté pour la regarder. Elle est magnifique. C'est ma première combi. Ça, c'était en 2000? On est en septembre 2014. Tu vois, comme quoi, la on est pensée en 2024. créatrice On est en 2024. et le mouvement est créateur. Et ne lâchez pas. Ouais. Ne lâchez pas Jamais. prise. La visualisation, tu les voyais, ces combinaisons. Et modestement, tu es allé frapper aux portes. C'est ça qu'il faut entendre. Et qu'on peut partir de rien, juste une idée, et enquêter, rechercher, trouver, comprendre comment ça fonctionne, parce que tu ne savais même pas ce que c'était qu'un patron. Non. C'est merveilleux. Et alors, cette combinaison, elle trône dans cet atelier. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, je pleure déjà. Parce que j'ai ce que j'ai imaginé dans mon esprit qui est devant moi. Je la touche, elle est vivante et les gens l'aiment. Donc moi, je suis connectée à l'amour. Tu sais, quand tu crées, tu es connectée à l'amour. C'est une vibration. C'est la vibration la plus puissante, l'amour. La plus forte. La plus forte. C'est celle qui va plus loin, plus haut. Enfin, il n'y a pas de limite à l'amour. Donc quand je ressens que les gens aiment ce modèle, ils se sont arrêtés. Enfin, je pleure parce que je me dis que j'ai raison et qu'il faut que je continue. Et pour raisonner sur ce que tu dis, ce que tu viens de dire à l'instant qui me touche beaucoup, les plus belles histoires, les plus grandes histoires, hein, ils sont partis de rien. J'en ai lu beaucoup des bios parce que ça m'intéresse énormément, forcément. Ils sont partis de rien, avec 1000 euros en poche ou 1000 balles ou 50 balles, rien. Je crois que quand on part de rien, on n'a rien à perdre. Et ça change absolument tout. Tu incarnes la pensée positive aussi, hein. Tu l'incarnes, hein. Parce qu'on imagine, tu nous raconteras que des obstacles, tu en as eu. Qu'est-ce qui se passe? Donc, cette combinaison, elle est là, elle trône. Alors, là, je démarre, je les ai dans ma tête, hein. Donc, je démarre avec 4 combinaisons, avec des numéros d'année, puisque
j'ai toujours cette résonance de l'inconscient collectif à qui il faut que je raconte, auprès de qui il faut que je raconte une histoire. Et dans l'inconscient collectif, il y a les vieilles voitures. Et je suis liée à l'automobile avec les combis, forcément, il y a un lien. Et donc, je donne des numéros d'année à mes combis, à mes voitures. Le lapsus, à mes combis. Et donc, il y a la combi 74, la 85, la 90, la 89. Et en fait, Parce que maintenant, on est d'accord qu'il faut les vendre. Bah oui, il faut les Et vendre. il faut trouver des points de vente. Ouais, bien sûr. Comment on fait pour vendre? Non, mais je me rendais sincèrement, Soledad. Si j'avais su tout ce qui s'est passé derrière, c'est hallucinant les montagnes que je devais franchir. Je n'imaginais pas à quel point elles étaient puissantes, ces montagnes. Ah, je n'imaginais pas. Et hautes, surtout. Mais c'est ça qui est fantastique, c'est quand tu le sais pas, tu y vas et puis tu les vis. Donc, j'ai fait plusieurs combis, j'ai fait toute une petite ligne, j'ai fait mes garde-gangs. À l'époque, Instagram n'existe pas. C'est quoi les garde-gangs alors? C'est des images, des photos? En fait, je fais des petites vidéos et des photos. Parce que quand on n'a pas beaucoup de budget, on fait tout en même temps. Et j'avais eu La Production qui m'avait interviewée. Parce que les petites garde-gangs, elles avaient été vues, ça avait plu. En fait, mes modèles plaisaient beaucoup aux artistes et aux rédacteurs chefs de magazine, en fait. Il y avait un côté aspirationnel. Les gens dans la rue ne voyaient pas encore mes modèles, mais les gens qui étaient des précurseurs, enfin qui étaient des initiateurs, eux voyaient les modèles parce qu'ils ressentaient ce qui était en train de se passer. Tu n'avais aucune connexion. Toutes ces femmes, Aurélie Saada, Barbara Pravi, tout ça, c'était pas des copines. Non. Non, je connaissais absolument personne. Et alors, comment on fait? D'ailleurs, au début, c'est Grace Jones qui a porté le modèle la première année et la deuxième année, Lady Gaga. C'était assez stupéfiant. Par une espèce de hasard totalement dingue. En fait, la marque est allée plus vite que moi après. C'est-à-dire que je fais les garde-gangs, un petit article super joli, j'ai adoré, dans le Figaro Madame, un appel du Bon Marché, et puis je me retrouve à passer un entretien avec la directrice des achats du Bon Marché, qui me dit, c'était mon premier rendez-vous. T'avais pris un bureau de presse? Non, j'avais rien. Donc c'était le bouche à oreille. Comme quoi, quand une idée est intéressante, ça commence, ça grouille. Oui, puis en plus, je vais te dire, c'est encore plus fort. Parce que les journalistes adorent, et à juste titre, je me mets à leur place, je comprends. Quelque chose qui est en train de naître, que personne ne connaît. Enfin, un truc nouveau. Cool. Et puis qui raconte une histoire, en fait. On a besoin d'histoire, on a besoin de s'identifier, puis on a besoin de rêver, on a besoin de vivre des trucs, de vibrer. Et là, tu trouves ton premier point de vente? Oui. Alors, je rentre au Bon Marché, en fait. Voilà, je rentre au Bon Marché, au premier étage luxe. Mais ce qui est fou, c'est que là, je le dis rapidement, je rencontre, donc j'ai un premier rendez-vous et on me dit racontez-moi une histoire pour dans un mois parce qu'en fait on peut vous mettre à tous les étages et c'est un problème parce que avec votre combi jean on peut vous mettre au jeaner, avec votre combi laine froide de costume on peut vous mettre au designer, et avec votre combi cuir on peut vous mettre au luxe. Donc on ne sait pas où vous mettre, donc il faut qu'on choisisse, donc il faut raconter une histoire. Donc je raconte une histoire, il me restait 10 000 €, je prends les derniers 10 000 € et tout sur le rouge, comme d'habitude, et on fait confiance au destin, et c'est reparti, roulette. Et je prends les derniers sous que j'avais, et je monte cette petite collection, et en fait, elle me dit, le rendez-vous se passe d'une manière incroyable, elle dit, appelez-moi l'acheteuse du premier étage tout de suite, quand est-ce que vous pouvez livrer et ils devaient me faire un pop-up store et les pop-up stores étaient déjà dédiés. Et donc, ils m'ont dit quand est-ce que vous pouvez livrer? Je dis je fabrique à Paris. Quand est-ce que vous voulez être livré? Le mois d'après, j'ai livré. Magnifique histoire. Et alors là, l'aventure. L'aventure tu es créatrice. On imagine que tu as eu des moments difficiles, des obstacles. D'autant plus qu'en 2014, quand on se lance, aujourd'hui, on a vraiment l'impression que le milieu de la mode a tellement changé. On parlait tout à l'heure en off de justement cette singularité, cette identité, cette appartenance vestimentaire qui était selon son ethnie, son pays. Et maintenant, avec ce mass market, il y a une sorte d'uniformité du goût. Je suis uruguayenne. Les filles de chez moi, avant, s'habillaient en crochet, on portait du cuir et de l'argent. Et maintenant, avec ce mass market, elles sont habillées en Zara, les mêmes filles qu'ici en France ou qu'à Miami, on est toutes pareilles. Qu'est-ce qu'on peut dire du milieu de la mode? Est-ce qu'il y a encore un espace pour la créativité? Est-ce qu'il faut tout de suite appartenir au luxe? Est-ce qu'on peut ne pas être haut de gamme et être créatif quand même? Qu'est-ce qu'il en est?
Alors, le mouvement est en train de changer, hein. Le milieu de la mode est en train de changer. C'est ce que tu disais sur le vêtement culturel me touche particulièrement parce que de par mes origines, moi je voyais ma maman petite habillée en vêtements de folklorique polonais. À mon sens, le vêtement est un moyen d'existence aux yeux du monde, en fait. C'est-à-dire que je me dis, on dit que c'est futile la mode, mais ça ne l'est absolument pas. Quand tu prends une personne, voilà, t'as la planète, tu prends une personne et tu la sors de son milieu. À la manière dont elle est habillée, tu pourrais dire si elle a un enfant, 2 enfants, quelle est sa culture, dans quel pays elle vit, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas. C'est vraiment un moyen de communiquer, en fait. Un moyen de communiquer. Incroyable, extrêmement important. Et quand tu parles effectivement d'uniformisation et que en Uruguay, tu ne vois plus des codes vestimentaires qui t'étaient chers, c'est vrai que c'est ultra dommage parce qu'on perd une valeur, une identité. Voilà, on perd une identité. Alors, il faut, parce que moi j'entends ça et je ressens comme toi la même chose de quelque chose de triste. Je pars du principe toujours, ça fait partie de ma pensée positive, que c'est dans la complexité que se trouve l'opportunité. Toujours. Donc si on est en train de vivre ça, c'est qu'on est en train de changer, il y a un mouvement, il y a une manière de communiquer, il y a une manière d'acheter le vêtement, il y a une manière de communiquer différente, il y a une manière de se construire, de s'élever, tout est différent. On achète différemment, on vend différemment, on communique différemment. On est dans cette ère du temps, tout est en train de se modifier, il y a le luxe et le mass market, il y a moins de marques entre les deux qui sont en résonance avec ce que tu es en train de dire. C'est une forme de crise, comme il peut y avoir une crise bancaire, comme il peut y avoir une crise spirituelle. Il y a un retour à la spiritualité quand même, il y a une élévation des esprits en ce moment. Peut-être qu'il faut mourir pour mieux renaître. Quand on arrive à trop, il faut tomber pour se relever, en fait. Et peut-être que cette dénaturalisation et cette uniformité sont les prémices de couleurs qui vont arriver demain, d'une richesse plus forte encore culturelle qu'avant qui peut arriver demain. Moi, je suis dans une notion positive, je le ressens d'abord. C'est mon être et je me bats pour ça et c'est mon métier de transmettre de l'amour et du bon. Et je pense que si on arrive à avoir un bout de cette vibes-là, un peu tous, on va aller vers ce bon. C'est vertueux en fait, hein, comme cela peut être vicieux dans l'autre sens. J'aspire à ce que ce soit... c'est cyclique. De toute façon, la mode est cyclique. Donc là, s'il y a un désert au niveau de la couleur, il va y avoir une floraison plus tard. Le printemps va arriver demain. Je pense que le vêtement peut être aussi une forme d'uniforme, mais peut-être que c'est un uniforme qui va avoir de nouveaux codes. On a besoin de changement. C'est peut-être triste aujourd'hui, ça sera gai demain. Je veux surtout pas parler de politique là-dedans, hein. Je parle vraiment de vêtements et de l'ère du temps, en fait. Il y a un ras-le-bol et il y a un gris qui s'est installé. Et il y a une floraison qui va peut-être rejaillir dans quelques temps. Mon métier, en tout cas, sera d'y participer. Et tu évoquais ce co-branding avec The Couples, c'est pas rien. Est-ce que c'est comme c'est pas mal quand même, The Couples, comment ça s'est fait? Tu les as démarchés? Comment? Ah, pas du tout. Alors déjà, The Couples, c'est une très belle marque. Non, je suis... En fait, c'est très joli, la manière dont ça s'est passé. C'était tellement fluide. Je me suis retrouvée à dîner avec la CEO. Et en fait, on avait déjà fait une collaboration ensemble en 2015. Donc, au on t'a demandé d'imaginer une combinaison. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que lors du lancement de cette collection Capsule, t'as chanté
Oui. Donc, c'est là, en fait, finalement, que tu as créé le groupe The Combination. Exactement. Donc, tu es revenu à ton amour, à ton premier amour qui était le chant. Même si Ouais. j'ai bien compris Ouais. que c'était pas professionnel, mais c'était Là, ton ça va le ADN. devenir. Là, ça va le devenir. En fait, je vais vous dire, la musique, c'est vibratoire. Et pour moi, composer une collection, c'est comme si je composais un morceau de musique. Il y a les notes vont être le fit et le rythme. Il va y avoir un mouvement en fait dans le vêtement. Le vêtement est un mouvement. Et en fait, j'écris des chansons sur tous mes modèles depuis. En fait, j'écris depuis tout le temps. J'ai plein de textes dans mon téléphone, dans mes tiroirs. Et j'ai plein de mélodies aussi. Et je ne savais pas quoi en faire, mais je savais que ça allait arriver un jour. Et le zip de la combi, parce que le titre s'appelle Dézippe-moi, le zip de la combi, c'est vraiment la pièce maîtresse de la combinaison. Et il y a un côté suggestif dans la combi, et le zip de la combi se zip et se dézippe de jour comme de nuit. Il y a un côté un peu... on raconte l'histoire de la combi. Le zip irrésistible retient l'irrépressible. Le zip tient en un zip l'anatomie exquise. Le zip affole l'élite. Enfin, il y a toute l'histoire. Et je rencontre Jamba. Jamba est un musicien professionnel brillantissime. On se dit, ça serait cool de faire un titre. Et je suis en train de travailler sur la collab avec The Couples. Et en fait, la collab avec The Couples s'est fait très très vite, puisque c'est suite à un dîner avec Anne-Laure fin février. On a validé 2 modèles début mars et j'ai livré fin mai. Comme quoi, parce qu'on dit tout le temps, tout est lent, tout est ralenti. Non, attention. Ouais, ça c'est extraordinaire, c'est parce que... Oui, mais ça existe. Ça Et existe. je crois qu'il faut le célébrer aussi. Moi, ce que je veux célébrer... Tu sais pourquoi? C'est parce que c'est le... Non, mais c'est vraiment important. C'est le même fabricant que depuis le début. Et qu'il est dans Paris. Créativité, fidélité, agilité, audace. Ouais. Parce que je t'entends chanter, créer, imaginer, bouger, contacter, produire, se lancer, investir de l'argent. L'argent, j'imagine, t'en as gagné, t'en as beaucoup perdu. On ne devient pas riche en étant créatrice de mode immédiatement, j'imagine. Mais est-ce qu'il y a des freins, des obstacles? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit « Ok, je lâche, je vais pas y arriver, c'est pas fait pour moi ». Parce qu'on se dit mais à quoi elle fonctionne en fait, Carolina Ritzler? Non, mais j'ai eu un tsunami, c'est-à-dire que... Il y a eu un moment où t'as eu... Mais j'ai perdu mon nom, Soledad, tu sais. J'ai perdu mon nom patronymique. En fait, le succès de la marque a été tel, il a été distribué dans le monde entier, aux États-Unis, en Asie, et donc j'ai ouvert mon capital et je me suis entourée et j'avais besoin de financer mes productions. Plus je vendais, plus j'avais besoin d'argent. Et je me suis pas entendue avec mes associés. Et ça a fonctionné au début. Et après, on n'avait pas les mêmes choix stratégiques de développement, ce qui arrive. Hein, c'est pas anodin et c'est pas un hasard. Et donc, je suis partie de ma société que j'avais montée entièrement en le 19 février 2019. Et tu as tout perdu. Bah oui, jusqu'à mon nom. Notamment ton nom. Ouais. Tu as tout perdu, notamment ton nom. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que quand on te voit à la combinaison de Couples, tu es belle, tu es lumineuse, tu chantes, tu danses. Mais ce que je veux, et on a l'impression que c'est facile. On a l'impression que c'est facile parce que tu es tellement animée et inspirée. Mais ce qu'il faut entendre aussi, c'est justement ces moments si douloureux. Tu as fait des pertes incroyables avec des sommes d'argent incroyables. Perdre son nom, c'est-à-dire que tout perdre comme ça. Enfin, j'ai surtout perdu... j'avais monté une boîte et j'avais plus de boîte, quoi. Donc, j'ai démissionné de ma propre boîte puisque je ne pouvais plus agir comme avec l'alignement qui m'était propre. Donc, tu as fait appel à quelles ressources pour justement... Tu as dû recommencer. Comment ça s'est passé? Alors, je ne cache pas que ça a été difficile. C'est un chemin. Je me suis mise à peindre d'une manière totalement instinctive. En fait, j'ai écouté mon ventre, encore une fois. Je n'avais jamais peint de ma vie et je me suis mise à peindre comme si j'avais besoin de boire un verre d'eau. Hein. C'était vital.
j'avais besoin d'autre chose que de créer des vêtements ou de faire de la musique ou de danser. Et je me suis mise à peindre des traits et des ronds. C'était assez bizarre. Et en fait, je sais même pas si c'était beau ou pas, mais ça m'apaisait drôlement. Et, tu sais aller chercher comment apaiser les choses, c'est ça? Tu t'écoutes? Ouais, je m'écoute. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire? Non, c'est à l'intérieur de moi. C'est à l'intérieur de toi. En fait, j'ai besoin d'être seule assez souvent. En fait, je ne vais pas bien si je suis pas assez seule. Quel est ton plus grand soutien? La musique. La musique, depuis que je suis une enfant, elle résonne dans ma tête et j'ai des mélodies en fait en permanence et la musique m'apaise et les gens que j'aime autour de moi, j'ai été très bien entourée quand même. J'ai été soutenue. En fait, à chaque fois que j'ai voulu tout arrêter, parce que c'était vraiment assez intenable. N'oublions pas que à cette époque-là, en plus, je me suis séparée, j'ai mes 3 enfants, donc je n'ai plus de revenus, j'ai plus mon nom, j'ai plus ma marque. Enfin, je me mets à peindre certes, mais c'est le néant. Il y a un vide qui s'installe en fait, avec une destruction. C'est comme vertigineux. C'est comme si j'étais tombée d'un étage et il y avait je savais pas où j'allais atterrir en fait. J'ai hyper confiance. C'est comme si j'étais protégée en fait. Je me sens protégée. L'éternel recommencement, renaître de ses cendres. Ouais. C'est le cycle de la vie. C'est très joli parce que tu l'incarnes. Qu'est-ce que tu dirais à l'enfant, Carolina Ritzler, à la petite fille que tu étais? J'aime beaucoup cette petite fille et je la prends dans mes bras et je la remercie d'avoir tenu. Merci Carolina Ritzler pour ce moment si inspirant. À très bientôt. Dernier mot, tu sors un disque alors? Alors oui, le disque, alors le single est sorti, il est sur toutes les plateformes. Il s'appelle Dézippe-moi. Le groupe s'appelle The Combination. C'est le premier d'une longue série puisque j'écris des chansons sur tous les modèles. Les titres à arriver sont Carole et Rock'n'Roll qui est une combi et Gérard est parti qui est une robe trench. Le défilé sera certainement un concert, ça va être très rigolo. Je pense que dans la vie, il faut s'amuser. Vous pouvez trouver le titre sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, YouTube, il est partout. Et surtout, il est très joyeux. Je pense qu'on peut boire un verre en dansant cet été avec sa combi et son zip. J'ai un truc à dire avant que ça s'arrête. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Merci Carolina, à bientôt. Merci à vous.